c'est Mario. Ouais. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. You call the supervisor, please. I have a big beef. You are the most corrupt official in the game, and you can't do that. Code violation, verbal abuse, point penalty, No Mr. way! Tango. That's it. Salut, c'est Max, bienvenue pour ce 27e épisode du podcast Tennis Légende. Après notre premier préparateur physique, Paul Quétin, la semaine dernière, on reçoit cette semaine notre premier arbitre, et pas n'importe lequel, un des meilleurs au monde. Premier arbitre professionnel français, il s'agit de Bruno Rebeu. Bruno a tout vécu et très vite, des finales de Grand Chelem, la Coupe Davis, 2 finales aux Jeux Olympiques et quelques clashs au passage, qu'il a notamment vu recevoir non pas une, mais 2 gifles par la femme d'un joueur pour avoir disqualifié son mari, donc, d'un match à Wimbledon. Hormis ces 2-3 faits marquants, Bruno Rebeu a une carrière très propre sur le circuit, étonnant d'ailleurs pour un homme qui a commencé sa vie professionnelle comme vendeur de voitures. Notre invité revient pour nous sur la difficulté d'être bon tout le temps, aussi bien en finale de Roland sous les yeux des projecteurs, ou dès le lendemain sur un court désert à Bologne, et ce, sans relâche, 10 mois par an, ce qui complique notamment une potentielle vie de famille. Bruno n'hésite pas à dire quand il n'a pas été bon comme au Master de double de fin d'année, qui se jouait à l'époque au Royal Albert Hall à Londres. Réputé pour son caractère méditerranéen et sa bonne humeur, Bruno était proche des joueurs et donc des légendes de l'époque comme Jimmy Connors, dont l'anglais lui a posé pas mal de problèmes au début de sa carrière. Bruno nous a raconté la fois où il a sûrement sauvé Marc Rosset en finale des JO de Barcelone en 92, ce qui a aidé le Suisse à réaliser l'exploit d'être médaillé d'or de cette Olympiade. Notre premier arbitre du podcast nous explique l'évolution de cette profession, en démarrant badge blanc, en passant au bronze, à l'argent puis à l'or, pour ensuite seulement prétendre à devenir professionnel. C'est un entretien passionnant que l'on vous propose aujourd'hui, avec un homme qui a quand même arbitré 10 finales de Roland-Garros d'affilée. Il faut le dire, Bruno Rebeu, c'était le top du top. Et si vous aussi vous voulez être au top, et même une légende dans notre cœur, ça prend 5 secondes et nous aide à faire la diff chaque semaine. Mettez-nous 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, c'est la plateforme numéro 1 qui nous permet de nous faire connaître. Un grand merci à Yonex qui nous accompagne sur une série d'épisodes. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA que sont Stan Wawrinka et Naomi Osaka, mais aussi Kyrgios, Shapovalov, l'allemande Angélique Kerber, l'étoile montante Casper Ruud ou encore les Frenchies, Pierre-Hugues Herbert et Fiona Ferro. Yonex est à la pointe de l'innovation grâce à l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité pour des raquettes made in Japan, fabriquées dans ses propres usines. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé, en bonne légende qui se respecte. C'est parti pour le 27e épisode avec l'ancien arbitre professionnel Bruno Rebeu. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté, super sympa. Non, mais pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, Bruno Rebeu, t'es né en 61 à Nice. Jeune, tu joues au foot, t'es milieu défensif dans l'équipe jeune de l'OGC Nice. Un soir, dans un bar, tu croises Yannick Noah, vous étiez dans le même lycée. Il te propose d'aller au tournoi de Nice et mieux même de faire juge de ligne. C'est pas donc dans un bar, c'est qu'il était lui aussi dans le même lycée que moi, quoi. D'accord. Lui, il était en sport-études tennis et moi en sport-études foot. Ouais. Mais non, donc à l'époque, je fréquentais pas les bars. Ah, d'accord. Pas encore. Non, jamais parce que je bois pas, donc. Ah bon, d'accord. Ah ouais, très rarement. Ouais. Et alors, il dit, tu verras, c'est payé 10 balles par jour et à la fin, tu peux garder le t-shirt. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Tu commences à arbitrer à 17 ans lors d'une édition de l'Open de Nice. Fait assez mythique pour être précisé. Pour ton premier match d'arbitre, tu es sur la chaise devant Codès et Patrice Dominguez. Exact. Tu avais tout sauté dans le micro avant de présenter les 2 joueurs au public. Et là, le trou noir. Il faisait hyper froid. Tu as commencé à trembler sur ta chaise et à enchaîner connerie sur connerie. Patrice s'est approché de toi et t'a donné sa veste de survêt en te disant « Tiens, mets ça, continue de compter les points, on s'occupe du reste. » C'est exactement ça. Exactement ça. Beau geste, Patrice. Le pauvre Patrice, il nous manque. Tu vas finalement au bout de tes études, tu rêves toujours d'être footballeur. En parallèle, tu vends des voitures.
Tu te rends à Roland-Garros et Jacques Dorfman, ton futur mentor et directeur du tournoi de 69 à 88, te confie l'arbitrage de plusieurs matchs sur le central alors que tu n'as pas encore le diplôme. En 88, tu deviens le premier Français à être arbitre professionnel. Pour passer ce fameux diplôme, c'est 200 questions à répondre du tac au tac. Seulement 20 personnes dans le monde sont sélectionnées. Ta carrière s'étend jusqu'à 2001, donc pendant 13 ans. En 89, au bout d'un an, tu arbitres ta première finale de Roland-Garros, l'inoubliable Chang Lendl. Changenberg, voilà, merci. Tu seras sur la chaise chaque dimanche de deuxième semaine entre 89 et 98, soit 10 finales de Roland. À combien de Grand Chelem tu as participé en tout ? De finale, tu veux dire ? Non, le Grand Chelem en tout. Les Grands Chelem, j'en ai fait plus de 50 dans ma carrière, parce que j'y suis allé pendant 12 ans, les quatre tournois du Grand Chelem chaque année, quoi. Plus tard, tu es aussi devenu juge-arbitre adjoint du tournoi aux côtés de Gilbert Iserne. Tu as également arbitré 10 finales de Coupe Davis, 2 de l'Open d'Australie, 2 au JO. Considéré par tes pairs comme l'un des meilleurs arbitres du monde, tu as d'ailleurs atteint le grade ultime, le badge or. 10 sur 10 à chaque œil. On dit que tu as les nerfs d'un Dalai Lama. Tu disais cependant qu'il t'arrivait d'aller faire pipi une bonne dizaine de fois avant d'entrer sur un central. Ta palette était large pour coacher tes juges de ligne. C'est bon, continue, à plus fort les annonces en passant par arrête les conneries, pitié. Quelques faits de jeu mis en avant, comme le refus d'une pause pipi pour Anna Kournikova, une grosse colère de Marcelo Rios sur une marque contre Costa, Kuerten qui jette sa raquette dans ta direction pendant un match de double, disqualifié sur le champ, ou un dîner en tête-à-tête avec un joueur, ce qui est interdit dans le code arbitrage. T'es rentré dans la légende un peu malgré toi à Wimbledon en 95, t'arbitres le volcanique Jeff Tarango qui quitte le court, persuadé d'être victime de corruption au moment où tu lui mets un second avertissement et un point de pénalité. Sa femme t'a même giflé à la sortie du court. Tarango a balancé pendant le match que tu étais l'arbitre le plus corrompu du circuit. Certains joueurs avançaient que tu favorisais tes amis du circuit parce que tu étais très pote avec quelques joueurs. Une enquête est alors ouverte par le tournoi et l'ATP. Elle te met hors de cause et condamne Tarango à $63 000 d'amende et 2 ans de suspension de circuit. Finalement, il sera interdit de Wim l'année d'après. J'ai pas écrit la conclusion. J'ai été très bon là-dessus. Finalement, tu prends ta retraite en 2001. Il me semble qu'en 2010, tu montes une société. Tu pourras nous expliquer un peu après ce que tu as fait. Est-ce qu'on doit ajouter, en tout cas, au niveau de ta carrière d'arbitre, 2-3 choses, 2-3 détails que j'ai peut-être omis de préciser, Bruno ? Non, les finales de Grand Chelem, les finales de Coupe Davis et JO sont les plus importantes. J'ai dû faire une centaine de finales ailleurs dans le monde pendant toute cette période, pardon. Et puis sinon après c'est assez complet. Oui, il n'y a pas de. Après ce sont des détails, mais ce sont les faits les plus marquants. Du coup, tu jouais au foot, tu étais hyper investi dans le foot. Ah oui, moi je voulais faire joueur de foot. J'étais plutôt bon quand j'étais jeune et moins bon après. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis donc arrêté, mais j'étais au centre de formation de l'OGC Nice et j'ai joué avec quelques bons joueurs qu'on voit encore. J'ai joué avec Daniel Bravo, j'ai joué contre les mecs comme Puel, Bellone, tout ça. Donc j'étais plutôt bon quand j'étais jeune. De 12 ans jusqu'à 17 ans et puis après il me manquait des qualités pour aller plus haut et j'ai préféré m'arrêter, jouer en amateur et donc par hasard je suis tombé dans cette truc d'arbitrage et puis j'ai poursuivi là-dedans quoi. Et qu'est-ce que tu as retrouvé dans l'arbitrage, parce que quand tu es vraiment passionné d'un milieu comme le foot où tu rêves de faire une carrière et que finalement tu bifurques, est-ce qu'il y a eu je sais pas, des sensations, de la pression un peu similaire? Qu'est-ce que tu as retrouvé? Non, pas du tout. À l'époque, à Nice, quand j'étais avec, dans le même lycée que les joueurs de tennis de l'époque, parce que à l'époque, le Nice LTC était le seul tennis études en France, le premier. Et quand, Yannick, entre autres, comme tu le disais tout à l'heure, m'a dit, écoute, viens, donc à l'Open, au mois d'avril, tu verras, ils vont te filer 10 francs par match ou alors 1 franc du jeu, c'est plus comment c'était, puis tu vas avoir une tenue gratos et puis un badge. Et puis moi, donc, ce qui me plaisait, c'est d'être proche. Je voulais pas du tout faire arbitre, moi ça m'intéressait pas, mais je voulais être proche des grands champions de l'époque, les
les Borg, les Pecci, les Nastase. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être au bord du court et puis de voir des grands champions. Je joue un tout petit peu au tennis, mais j'étais vraiment pas bon. On jouait un peu donc dans la famille, mais moi, ce que je voulais, c'est être un peu au contact du très très haut niveau. Je sais pas si par exemple au lieu d'avoir eu un grand club de tennis et un grand tournoi du Tour à l'époque, je sais pas s'il y avait eu du badminton ou s'il y avait eu du vélo, peut-être que parce que moi donc ce qui m'intéressait c'était donc le contact avec les grands sportifs des grands sportifs de haut niveau. Alors certes, j'étais donc assez proche donc du tennis, mais j'ai pas donc recherché d'adrénaline ou j'ai plutôt donc cherché à vouloir être proche des joueurs, les regarder jouer, voir comment ils réagissaient et puis vivre des moments de sport sympa quoi. Le tournoi de Nice était un des grands tournois à l'époque du Tour. Tous les grands joueurs venaient ou la plupart venaient parce que c'était la semaine avant Monte-Carlo et c'était plutôt donc sympa d'être là et puis de presque pouvoir les toucher quoi. Voilà. À quel moment tu t'es dit, là je vends des bagnoles, bon ça me plaît pas, finalement je vais m'investir plus dans l'arbitrage? Parce que l'année d'après, Jacques Dorfman qui était juge arbitre à Nice me dit pourquoi tu vas pas à Monte-Carlo, donc c'était donc la semaine d'après, alors c'était encore plus chouette d'aller à Monte-Carlo parce que le tournoi était plus grand. Et puis j'avais trouvé ça donc sympa. Et puis on m'a dit mais pourquoi tu passes pas tes examens d'arbitre de club, arbitre régional, etc. Et puis comme ça quand t'as un peu des week-ends, tu peux aller arbitrer quelques. Et puis c'est vrai que sans vouloir, parce qu'à l'époque c'était pas du tout un métier, je m'étais dit c'est sympa encore une fois d'être proche un peu de quelques joueurs. Quand j'étais à Nice et quand j'étais à Monte-Carlo, j'étais surtout juge de ligne à l'époque. Et je m'étais dit que peut-être en passant mes examens et donc en apprenant un peu donc l'arbitrage, peut-être que je pourrais être arbitre de chaise au fur et à mesure. Et puis en 82, on m'a proposé d'aller donc à Roland-Garros. Mais pour ça, il fallait que je passe mon examen d'arbitre fédéral que la fédération m'a fait passer donc en session extraordinaire puisque donc l'examen avait eu lieu 3 mois avant et comme déjà j'arbitrais pas mal de matchs sur la chaise et tout depuis quelques années, ils se sont tous dit ça va être donc une formalité et je pense que j'ai eu le plus grand nombre de fautes que jamais l'examen d'arbitre fédéral avait eu parce que j'avais pas appris les règlements. Moi j'étais plutôt un arbitre qui était donc un peu sur le feeling mais je connaissais pas du tout les règles et j'ai eu je sais pas combien de dizaines et de dizaines de fautes, ce qui était donc je n'ai pas eu l'examen, ils me l'ont refait passer 6 mois après où là j'avais bossé puis finalement donc je l'avais eu et c'est comme ça que j'ai fait mon premier Roland-Garros en 82 et où j'ai commencé à faire des matchs etc. Et puis ça a duré quelques années, je vendais toujours des voitures en parallèle mais c'était pas encore un métier. Alors moi à part prendre 8 jours pour l'Open de Nice, 8 jours pour Monte-Carlo, 15 jours pour Roland-Garros, quand on bosse c'est les 4-5 semaines de congé qu'on a donc dans l'année. Et puis en 87 ou 88, on m'a dit tiens, pourquoi tu vas pas passer l'examen d'arbitre international? Je me suis dit pourquoi pas, comme ça me permettra de voyager un peu. Enfin moi ce que j'avais envie c'était de voyager un petit peu surtout. Et je suis allé passer l'examen d'arbitre international à Roland-Garros parce que là c'était donc une session qui avait lieu donc à Roland-Garros. Donc là on était 25 jeunes qui venaient du monde entier et moi j'étais le seul français. Je suis allé donc à l'examen, c'était sous le cours numéro 1 à Roland à l'époque, je m'en souviens très bien. C'était donc l'ATP qui faisait passer ça avec donc la fédération internationale à l'époque, parce que c'était le conseil professionnel à l'époque. Enfin l'ATP n'existait pas encore en 87-88. C'était le MIPTC qui était le Men's International Professional Tennis Council qui était les joueurs, les tournois et la fédération internationale. C'était ça qui gérait à l'époque le tour puisque donc l'ATP n'existait pas. Et donc là je suis allé passer l'examen et il y a eu donc la présentation de quelqu'un qui est devenu mon boss pendant 20 ans après, qui s'appelait Ken Farrar, qui était le chef des superviseurs américains, et qui a pris la parole pendant 10 minutes pour se présenter et dire comment ça allait se passer, et j'ai pas compris un mot, quoi. Je n'ai pas compris un mot, et j'ai pris donc mes affaires, parce qu'il y a eu une pause café juste avant que les cours commencent, parce que c'était une école qui allait durer 3 jours avec un examen écrit et oral à la fin, et au bout de 10 minutes, j'avais rien compris. Et j'ai pris donc mes affaires et après la pause café, je me suis sauvé, quoi. Et c'est la fille qui était donc secrétaire du conseil professionnel à l'époque, qui s'appelait Patricia Amey,
dont je me souviens très bien, qui m'avait couru après en disant mais où tu vas, et j'ai dit écoute, je vais être ridicule, j'ai pas compris un mot à l'introduction, donc tous les gars qui étaient là, c'était des anglo-saxons, il y avait des Australiens, des Américains, des Anglais, des Allemands, tout le monde qui parlait très bien anglais, sauf moi, quoi. Et elle m'a dit mais écoute, tu vas te faire à son accent, reste, tu verras. Et puis finalement, je suis donc resté. Je pense avoir eu l'examen par miracle, mais bon, ils avaient déjà dû me voir arbitrer un peu avant. Ils se sont dit, son anglais ne peut que s'améliorer, ce qui était vrai. Et c'est là où j'ai eu donc mon examen et où j'ai fait mon premier Roland-Garros en 87 pour être en tant qu'arbitre international, quoi. J'avais mon badge, donc à l'époque c'était pas badge blanc, bronze, argent et or, c'était un badge d'arbitre international qu'on avait. Et là j'ai fait mon premier Roland-Garros, donc j'ai eu un peu plus de matchs en tant qu'arbitre de chaise et surtout sur un match dont les deux joueurs m'échappent, où j'avais arbitré sur le court numéro 10 à l'époque, où on m'a donné un match entre un joueur italien et un joueur français, et là j'avais tout le staff du conseil professionnel, donc de l'ATP, la fédération, qui était venu me voir arbitrer, et je pense que j'ai eu donc dans ce match tout ce qui pouvait donc arriver d'inimaginable pour un arbitre. J'ai eu donc des blessures, j'ai eu des gens qu'on a dû exclure du cours, j'ai eu de la pluie, j'ai eu des joueurs qui râlaient, j'ai eu des juges de ligne qui étaient pas très bons, j'ai eu tout ça et un peu donc par miracle, je m'en suis vachement bien sorti et c'est là où les mecs m'ont vu et m'ont proposé 6 mois après de devenir arbitre professionnel, quoi. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette belle... C'était un peu long, pardon. Et on va essayer de faire un peu plus pour suivre une chronologie. Déjà, toi, quand tu étais juge de ligne, comment tu ressentais les choses et comment tu percevais ce gars en haut de sa chaise? Je voyais qu'il y avait pas mal d'incohérences et qu'il n'y avait pas les arbitres de chaise n'étaient pas si bien défendus que ça. C'est-à-dire que il y avait donc un code de conduite qui était donc quasiment inexistant à l'époque et que les arbitres n'étaient pas donc protégés et se faisaient chahuter donc en permanence. Donc j'avais un peu mal pour eux, quoi. Je me disais putain, les mecs ils sont pas bien défendus, ils se font donc humilier devant le public, devant la presse, devant donc la télé, etc. Et j'avais un peu mal pour eux. Alors nous en tant que juge de ligne, bon on n'avait pas grand chose à faire, hein, balle bonne ou balle faute. Mais c'est vrai que j'avais un peu mal pour eux et je me disais les choses sont quand même assez mal faites, quoi. Tu prenais du plaisir toi déjà en tant que juge de ligne? Oui, je prenais du plaisir parce que j'étais proche des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'on avait la meilleure place sur le court pratiquement. Mais très très vite, j'ai eu quand même envie de devenir arbitre de chaise, quoi. Voilà. Un rapide break parce que ça fait plaisir et aussi pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à la newsletter dont le lien est juste en dessous en description. On vous envoie les épisodes à leur sortie, tout nouveau, tout chaud avec la liste des questions directement dans votre boîte mail. Allez, on y retourne. Est-ce que tu as une bonne anecdote déjà en juge de ligne sur Monte-Carlo, Nice ou les premiers tournois que tu as fait? Non, pas beaucoup, parce que j'ai plutôt des anecdotes quand j'ai fait mes premiers matchs en tant qu'arbitre de chaise, mais en tant que juge de ligne, non, parce que j'aimais bien, on avait des beaux survêtements, on avait on mangeait bien, on était un peu payé, on avait une soirée donc officielle pour les arbitres, on avait le droit d'aller un peu partout, donc on pouvait croiser les grands joueurs de l'époque. Et puis c'était une bonne ambiance sympa, on était avec des gars qui venaient un peu des 4 coins de France et c'était plutôt donc sympa, quoi, voilà. Et au tout début, mon père m'accompagnait. Mon père aussi qui avait donc un métier assez il pouvait travailler un petit peu comme il veut, donc il prenait un petit peu de congé, il venait donc arbitrer avec moi, donc j'étais avec mon papa et c'était plutôt assez sympa. Est-ce que tu faisais partie généralement des derniers à rester sur le tournoi, donc les meilleurs gardent vers la fin? Oui, tout à fait, très vite, hein, je pense que même dès la première année, je me suis fait donc remarquer. Bon, c'était pas bien difficile, hein, quand on est juge de ligne, il faut être un peu concentré, il y a quelques techniques pour suivre les balles que j'avais vite appris. Mais c'est vrai que c'est une très bonne remarque. C'est vrai que tout de suite, j'ai été sur la finale de Nice, sur la finale de Monte-Carlo. Donc j'avais donc le privilège d'être le dernier jour avec la cérémonie de la coupe à la fin, etc. Donc c'était plutôt assez sympa, quoi. Et tu parles des 25 Gugus à passer le diplôme. Du coup, avant ça,
il y avait déjà beaucoup d'arbitres internationaux diplômés ou tu as fait partie un peu du premier wagon à professionnaliser ce métier? Non, alors il y avait déjà pas mal d'arbitres internationaux, mais il n'y avait pas encore d'arbitres professionnels. Hein. Là, on parle des arbitres. Il devait y en avoir une trentaine dans le monde. D'accord. Trentaine d'arbitres qui avaient donc le diplôme d'arbitre donc international. Hein, et en 87, le conseil professionnel en a eu marre de ce non-professionnalisme qu'il y avait au niveau donc de l'arbitrage, et ils ont décidé de créer un corps d'arbitre professionnel. Donc là, il y en a 6 qui ont été nommés, et j'ai fait donc partie de ces 6 premiers, quoi. Tu parlais d'un de tes premiers matchs à Roland tout à l'heure. Il y en a un qui a été aussi assez énorme. J'ai trouvé dans un article un Connor Sedberg. Tu parlais pas encore un mot d'anglais et tu dis Jimmy venait me dire des trucs toutes les 2 minutes. Je comprenais rien. Je répondais yes, ok, pour pas qu'il se fâche. Mais comment? Alors ça, c'est vraiment très très vrai. C'était un de mes premiers grands matchs. Alors je me rappelle plus de l'année, mais c'était un premier grand match que Jacques Dorfman m'avait donné donc à Roland-Garros. Donc tout ça, c'était avant que je sois arbitre professionnel, hein, puisque donc c'était entre 82 et 87. Et puis donc moi j'étais très 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 impressionné parce que c'était deux monstres du tennis. Et c'est vrai que toutes les 2 minutes, Connors venait donc me parler depuis le milieu du court, et je comprenais pas un mot parce que j'étais un peu paniqué. Et à un moment donné, il est carrément venu sur la chaise. Il a monté les 3 premières marches de la chaise d'arbitre, et il est venu me parler carrément à 10 cm de moi, et il m'a pratiquement parlé pendant 20 secondes. Il était un petit peu énervé, mais 20 secondes, c'est interminable, quoi. Et je n'ai pas compris un mot. Parce que j'étais complètement paniqué. Il devait avoir un accent, il criait presque un petit peu, etc. J'ai pas saisi un mot. Et à la fin, je lui ai dit yes, Mr. Connors, no problem. C'est énorme. Il est reparti. Et je sais pas si, alors il a dû imaginer que j'avais dû comprendre, et donc le fait que je lui ai dit ok, no problem, ça l'a un petit peu donc rassuré, mais je n'ai jamais compris un mot. Et l'anecdote va un petit peu plus loin, puisque quelques années après, on n'est pas devenus potes, loin de là, mais je pense qu'il m'appréciait bien comme arbitre, et je lui ai raconté cette anecdote, et il s'en est un petit peu souvenu. Il l'a mise dans un de ses bouquins qu'il a donc écrit, et puis on est resté assez proches même après l'arrêt de ma carrière. Je le voyais de temps en temps à New York à l'US Open, et voilà, c'était plutôt assez sympa. Mais c'est vrai que je maîtrisais pas du tout l'anglais, du tout, ou très très mal, et c'était pas simple donc au début, quoi. Tu l'as travaillé sur le tas ton anglais, ou t'as pris des cours? T'as fait comment? Oui, j'ai pris un petit peu de cours donc individuels chez moi à l'époque quand j'habitais Nice, et puis surtout quand j'ai commencé un petit peu donc à voyager, et surtout quand j'ai eu donc mon examen d'arbitre international donc en juin 87, et je m'étais dit si un jour je peux avoir une chance d'aller encore plus haut et d'être arbitre professionnel, il va falloir que je m'améliore. Et je me suis un petit peu amélioré. De toute façon, je ne pouvais que m'améliorer, parce que j'étais vraiment pas bon, et j'ai pris quelques cours, et puis à force de voyager, etc., j'ai pu un petit peu me débrouiller, quoi. Du coup, en 1 an d'activité, t'atterris sur le central de Roland pour la finale, donc Chang, tu m'as dit qui, Lendl, c'était ça? Edberg. Non, Chang Edberg, voilà, 2 fois, merci. Et au niveau de la pression, comment tu gères un tel événement, quoi? Écoute, j'ai eu ma première année d'arbitre professionnel. J'étais vachement heureux, bien évidemment, de faire partie des 6 arbitres pros, mais les 5 autres arbitres qui étaient donc avec moi avaient beaucoup plus d'expérience que moi, parce qu'ils étaient déjà un petit peu plus anciens sur le circuit. Et j'ai été un petit peu frustré parce que toute l'année 88, j'ai fait 32 ou 33 tournois, et j'ai quasiment pas arbitré de finale. Et j'étais assez frustré en disant pourquoi j'en arbitre pas, Et j'avais un boss qui a été pendant de nombreuses années le juge arbitre de Roland-Garros, qui était Stefan Fransson, le juge arbitre suédois, et qui m'a dit écoute Bruno, ne sois pas pressé, ton temps viendra, je veux pas que tu te grilles, bon, les finales c'est important, mais c'est très très important, mais il faut pas que tu les loupes, etc. Donc on y va, on va y aller doucement. Et en 89,
j'ai pratiquement fait toutes les finales de l'année de tous les tournois auxquels j'ai participé. Et pour revenir à ta question, oui, donc effectivement, une finale de Roland-Garros ou une finale d'un grand tournoi, c'est certainement le match le plus facile parce qu'on a les meilleurs juges de ligne. On a 2 joueurs qui vont normalement bien se tenir parce qu'ils ont envie de gagner le titre. Donc, c'est pas un match très très difficile parce que il y a toutes les conditions pour que ça se passe bien. Mais en revanche, c'est le match le plus important. C'est le match le plus facile, mais c'est le match le plus important. Et si on loupe, on se souviendra de ça, etc. Alors je me souviens, j'ai une toute petite anecdote puisque c'est sympa de donner des anecdotes. Donc je suis donc désigné donc pour le match. Ça c'était je l'apprends le mardi ou le mercredi de la 2e semaine de Roland. Donc voilà, donc on me dit bien évidemment tu n'arbitreras pas ni de quart de finale ni de demi-finale, mais on va te donner des matchs de double, etc. pour pouvoir donc te protéger. Et bon, effectivement, je sens un peu la pression, donc etc. Et je me souviens, 1 heure avant le match, j'ai commencé bien évidemment donc à me préparer, j'avais déjeuné, etc. Et une demi-heure, 3/4 d'heure, j'étais donc déjà prêt. J'étais dans le petit sas juste avant de rentrer sur le court, tu sais donc à Roland avec le petit portillon vert. À l'époque, il y avait une petite pièce, une petite antichambre, etc. Et je me suis mis là et à une demi-heure du match, donc Patrice Clerc, le directeur du tournoi de Roland-Garros à l'époque, passe me voir et il me dit mais surtout stresse pas, il y a que 150 télévisions qui vont te regarder en direct, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai dû aller 20 fois donc aux toilettes, dont 19 fois pour rien, parce que j'étais donc un peu donc stressé, puisque c'est vrai que c'est le match de l'année. Quand on est arbitre français et quand on est arbitre, bon, on peut pas espérer mieux que d'arbitrer une finale à Roland-Garros. Jacques Dorfman en avait fait une dizaine avant, et c'est vrai que c'était quelqu'un de très très important donc dans l'arbitrage à l'époque, et le fait donc de le remplacer, d'avoir une nouvelle tête sur le court central, et il fallait vraiment pas que je me loupe, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu stressé. Je me souviens, il y avait toute la direction de Roland-Garros qui s'était mis dans la fosse, tu sais, dans la fosse des ramasseurs de balles où est-ce qu'il y a les caméras, justement, parce que même eux, comme j'étais un jeune arbitre et que j'avais pas beaucoup d'expérience des grandes finales, ils s'étaient dit est-ce qu'on a pris la bonne décision, oui ou non. Et bon, ben je me souviens bien avoir plaisanté avec eux, au moins pendant l'échauffement, tout ça. C'est vrai que j'étais un petit peu tendu, mais que dès que le match a commencé, j'étais bien, quoi. C'était surtout avant. Le service à la cuillère de Chang, tu l'as vécu comment? En direct live du haut de ta chaise? Non, alors ça, c'était pas moi, c'était en quart de finale, ça. C'était en quart, mais pas du tout. C'était Chang Landel, ça. Voilà, c'est là où je me suis planté dans ma présentation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une prime pour les arbitres qui arbitrent la finale? Pas du tout. Moi, en tant qu'arbitre, pendant 10 ans, en tant qu'arbitre professionnel ou plus, j'étais donc salarié, et puis donc en arbitre, 10 matchs, 12 matchs, la finale, une demi ou quoi, c'était donc la même chose. Non, la seule donc récompense, c'était d'avoir à l'époque, c'était un très très beau plateau en argent, qu'on pouvait donc rapporter à la maison, mais non, pas de prime. Parce que c'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus de plateau pour l'arbitre? Je sais pas. Si, je pense que l'arbitre de Roland-Garros ou l'arbitre des finales du Grand Chelem, il repart avec un souvenir. Non, je pense qu'il y a toujours ça. Je l'ai pas vu de mes propres yeux là, toutes les dernières années où j'étais à Roland, mais je suppose qu'ils ont gardé cette tradition, quoi. T'as une armoire remplie de plateaux, du coup? J'ai pas une armoire, non, ils sont là, ils sont même pas chez moi, là, ils sont en bas à la cave, bien entreposés, quoi. Est-ce que tu as roulé ta bosse un peu avant ça dans les futurs, les satellites peut-être de l'époque? Oui. Beaucoup. Donc de début des années de 78-79 jusqu'à 87, où j'ai eu mon examen d'arbitre international et où l'année d'après je suis passé professionnel. Oui, donc effectivement, alors il y avait d'abord les petits tournois régionaux de la Ligue de Côte d'Azur de tennis où j'allais arbitrer de temps en temps les joueurs négatifs, etc. Et puis la fédération française me désignait pour aller sur les satellites. À l'époque, ça s'appelait les satellites. Et donc j'allais faire les tournois donc satellites en France. Il y en avait plein. J'allais à Bagnères de Bigorre à l'époque sur le fameux tournoi de Bagnères de Bigorre de Jean Gachassin où la plupart des grands joueurs français sont passés par là.
j'allais dans plein de tournois satellites, et aussi j'allais faire des tournois satellites à l'étranger. À l'époque, la fédération française aidait beaucoup les pays ouest-africains. Donc j'allais faire les tournois en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Lomé, au Togo. Donc je partais. Alors je me souviens, moi à l'époque, je partais. C'était les Piolines, c'était les Butch, c'était les Benavides. On partait pendant 3 semaines, un mois en Afrique pour jouer les tournois donc satellites. Oui, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et c'était très sympa d'ailleurs. Qu'est-ce que tu pensais des conditions sur place? Parce que aujourd'hui, on considère ça un peu comme la jungle des tournois de tennis en termes de conditions, parfois surtout à l'étranger, les lignes de terre battue à la chaux, ce genre de choses. Tu avais quel regard toi là-dessus? Non, alors c'était vraiment dantesque, puisque c'est vrai que j'ai rien moi contre l'Afrique, mais c'est vrai que les tournois donc satellites étaient beaucoup plus dantesques en Afrique de l'Ouest que lorsqu'ils étaient en Italie, en Espagne ou en France. Mais c'est vrai. Les cours toujours pas en très bon état, quasiment pas de juge de ligne. Voilà. C'était toujours donc des organisations qui étaient même drôles parce que voilà. Mais bon, les joueurs venaient pour gagner leur premier point donc pour le classement mondial, donc c'était vital pour eux. Et puis mais ils avaient besoin d'arbitres aussi, donc nous aussi donc on était là. Mais c'est vrai que les conditions c'était le club donc n'était pas ouvert alors que les matchs commençaient une demi-heure après. Le restaurateur avait fait grève. Il y avait pas d'eau, il y avait pas d'ombre. Enfin c'était ça, mais c'était drôle parce qu'il y avait vraiment donc une bonne ambiance. Souvent, on partait avec des charters avec 50 ou 60 ou 100 joueurs qui allaient faire tous ces tournois. Et puis surtout, c'est pour des raisons donc économiques. Souvent, quand il y avait un circuit donc satellite, tout le monde restait sur place pendant 3 semaines, un mois, quoi. Donc les joueurs à l'époque pouvaient pas jouer la première étape donc en Côte d'Ivoire, même si donc ils perdaient au deuxième tour, ils pouvaient pas rentrer chez eux et revenir après pour jouer au Sénégal la semaine d'après. Donc tout le monde restait sur place, donc il y avait bien évidemment donc que du tennis, mais il y avait de la rigolade aussi, quoi. Est-ce qu'il y avait déjà ce code d'arbitrage sur les satellites qui normalement interdit d'avoir trop de contact avec les joueurs, d'être trop potes avec eux, tout ça marchait comment? Oui, alors il n'y avait pas encore les règles très strictes, mais oui, donc bien évidemment, il fallait pas être copain et pas être très proche des joueurs parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Mais d'un autre côté, quand on parlait, tout à l'heure tu parlais donc que de Gilbert Iserne, quand à l'époque on partait avec un juge arbitre et 2-3 arbitres, on était là un petit peu pour les materner, c'est-à-dire que souvent les mecs faisaient n'importe quoi, ils allaient donc à droite à gauche. Moi je me souviens, on était presque responsable des joueurs, donc on savait qu'on en avait 50 dans l'avion. Quand on arrivait à l'hôtel, il fallait que les 50 soient là, et donc une année on en avait perdu 3 à l'arrivée donc à Dakar. On arrive à l'hôtel, il nous en manque 3, et les gars on les a cherchés de partout pendant 3 jours. Mais comme les gars ne jouaient pas les qualifications et jouaient directement le tableau final, ils s'étaient barrés pendant 3 jours au Club Med à Dakar. Donc on les a un peu cherchés de partout. Bon, alors je ne citerai pas, ce sont 3 joueurs français qui étaient partis. Ils avaient fait un deal avec le Club Med où ils étaient logés, nourris gratuitement. Et plutôt que d'aller à l'hôtel officiel, comme ils ne jouaient pas pendant 4 jours ou 5 jours, ils s'étaient barrés au Club Med. Donc nous, on les a cherchés de partout, les hôpitaux, la police, les trucs, et les mecs, ils étaient partis 3 jours en vacances, quoi. Donc pour répondre à ta question, non, il fallait pas... Comment ? Pioline, Dutch et... Pioline, ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc c'était non, il fallait pas être proche d'eux, mais d'un autre côté, on était partis pour un mois ensemble, quoi. Donc c'était les mêmes cours de tennis, c'était les mêmes hôtels officiels, c'était les mêmes restaurants, c'était les mêmes vols donc intérieurs, voilà. Donc ils avaient tous des problèmes de voyage, de trucs. Certains parlaient pas anglais, certains parlaient pas français, donc il fallait un peu les aider. Alors il fallait pas être proche d'eux parce qu'on n'était pas leurs copains. Mais aussi, voilà, quoi. C'était pas très grave à l'époque. Ça, c'était ton Graal quelque part d'accéder au Grand Prix, au circuit principal, de monter en gamme un petit peu et d'avoir plus de responsabilités, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai commencé à aimer ça et quand j'ai commencé à faire les tournois donc satellites, alors après, tout de suite, on a envie de faire des tournois de Challenger, on a envie de faire des Grands Prix parce que c'était les Grands Prix à l'époque.
Donc en France, il y avait Nice, il y avait le tournoi de Metz-Nancy à l'époque. C'était une année à Metz, une année à Nancy. C'était l'Open de Lorraine. Voilà, donc c'était le Graal, c'est d'aller faire ça. Et puis après, c'était d'aller faire les tournois du Grand Chelem, bien évidemment, d'être pris pour Roland-Garros. Et puis après, l'étape suivante, c'était peut-être d'aller faire le tournoi de Madrid ou alors de Milan. Et puis voilà, donc à l'époque, il n'y avait pas d'organisation professionnelle, c'était un peu du bouche à oreille. Il fallait faire copain avec un juge de ligne italien qui allait parler de toi quand il rentrerait chez lui à Milan pour te dire, tiens, l'année prochaine, tu viens à Milan. Et puis c'était peut-être aussi de faire donc des échanges. Tiens, tu viens arbitrer à Monte-Carlo et toi, tu peux aller à Rome. C'était un petit peu comme ça. Mais pour moi, j'avais envie de monter très très vite quand ça m'a plu. J'avais envie de monter vite, j'avais envie de passer mon examen. Et puis après, j'ai pas eu le temps de pouvoir bien réfléchir parce que même pas un an après avoir eu mon examen d'arbitre international, je suis devenu arbitre professionnel. Donc là, après, je m'occupais plus de rien. J'avais mes 30 tournois qui étaient désignés pour l'année. Voilà, tout était prévu et organisé pour moi. J'avais pas à me battre pour aller arbitrer à droite ou à gauche. J'avais au 1er janvier, j'avais mes 30 ou 35 tournois dans l'année qui étaient écrits et là, donc j'avais mon planning qui était fait pour l'année, quoi. Ton préféré des 30, c'était lequel ? Moi, j'ai toujours aimé, les tournois. J'ai toujours aimé Roland-Garros parce qu'on aime donc Roland-Garros, c'est chez vous, etc. Mais bon, j'aimais bien aller en Italie parce que j'aime bien moi les Italiens. J'aime bien le tournoi de Rome. C'était sympa parce que les Italiens sont sympas. Ils aiment le foot, ils aiment la bouffe, ils aiment les belles femmes, ils aiment les belles bagnoles, etc. Mais c'était sympa d'aller aussi en Australie pendant 4 semaines en début d'année, parce qu'il fait froid en France, etc. Et puis d'aller faire les tournois. À l'époque, je faisais le tournoi d'Adélaïde, je faisais le tournoi de Sydney avant d'aller à Melbourne, etc. Donc on passe 3, 4, 5 semaines en Australie, donc c'est sympa donc à cette période. Et puis aussi, tout au début, j'étais aussi donc célibataire et c'était beaucoup plus rentable pour mon boss de souvent me prendre un billet de tour du monde et d'éviter de me faire rentrer en France et de me dire tu restes quelque part 5 jours en vacances, je te paye tout. Mais voilà, donc souvent quand j'allais en Australie, ensuite je devais aller en Amérique du Sud, mais pour aller en Amérique du Sud, donc je ne rentrais pas par l'Europe et je passais par en dessous et puis j'allais faire les tournois en Amérique du Sud et ça me permettait d'aller faire une semaine de vacances à Hawaï ou Fidji ou des trucs comme ça, quoi. Donc j'ai bien profité de ça aussi. Quand tu étais justement dans une ville que tu découvrais, tu essayais toujours d'allier un peu de tourisme ? Oui, toujours. Je l'ai fait donc beaucoup donc au début. Beaucoup. J'essayais dans la mesure du possible pendant un jour ou deux. J'essayais de ne pas rentrer bête et bredouille donc de visite et j'essayais d'aller voir un peu les principaux monuments de la ville, de découvrir. Je l'ai fait beaucoup. J'essayais toujours d'arriver un jour avant si je pouvais. Et essayer donc de rester un jour après. Alors, quand on est arbitre professionnel, on avait 9 fois sur 10, on arbitrait donc la finale. Donc, tu arbitres la finale le dimanche, et puis tu voyages le lundi, et tu recommences à arbitrer le mardi, donc on n'avait pas beaucoup le temps. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, quand tu arbitres un peu de moins parce qu'il y a moins de matchs, c'est vrai que j'essayais beaucoup d'aller voir les principaux monuments de la ville et d'essayer de faire un petit peu donc de tourisme. Oui, je l'ai fait au début beaucoup, oui. Comment tu as géré d'être en couple après et 300 jours de l'année en voyage ? Alors quand je suis devenu arbitre professionnel, quand j'ai eu donc mon diplôme et que je suis passé pro après, le président du conseil professionnel donc de l'époque, c'était Philippe Chatrier. D'accord, qui était en plus de ça le président de la Fédération internationale et le président de la Fédération française. Et quand j'ai eu mon diplôme et quand j'ai été désigné arbitre pro, ça a été le premier donc à me féliciter. Et je me souviens d'un truc qui était donc terrible à l'époque, mais qui était drôle, qui m'avait fait rire à l'époque, mais qui maintenant est moins drôle, c'est qu'il m'avait dit, Bruno, vous allez faire le plus beau métier du monde, mais ça va être très très compliqué, vous allez perdre votre famille. Et alors je lui avais dit, je m'étais dit, non mais bon, ça va, pourquoi il me dit un truc pareil, moi j'aime ma femme, mes enfants, voilà quoi. Et effectivement, mon couple n'a pas tenu, parce que quand on est absent 10 mois par an pendant 10 ans, c'est très très compliqué, quoi. Et c'est vrai que même si je regrette pas, c'est vrai que
c'est vrai que c'est pas simple pour une relation de couple. Et voilà, donc ça m'a donc coûté ma vie de famille en tout cas. C'est vrai. Quelle était ta routine un jour de match? Tu te levais si tu avais un match le matin ou l'après-midi, tu te levais à quelle heure? Comment tu gérais ton alimentation? Comment tu te préparais mentalement? Comment tu gérais tout ça? Bon, rien de très très particulier. Je pense que surtout ce qu'il fallait être, c'est qu'il fallait être en bonne forme physique parce que c'était énormément de voyages, énormément de décalage horaire, beaucoup donc de pression parce que t'arbitres la finale tous les dimanches, beaucoup aussi de remises en question. Juste pour une petite donc anecdote, pendant 10 ans, j'ai eu la chance d'arbitrer la finale de Roland. Et alors, avec tout ce que ça peut comporter, les honneurs, la gloire, le plateau, les félicitations, tu passes à la télé, etc. Et je me souviens, pendant 5-6 ans, je prenais l'avion le dimanche soir à 20h30 de Roissy et j'allais au tournoi de Bologne, qui était donc un tournoi du Tour, un petit tournoi du Tour, et qui commençait le lendemain matin, le lundi matin. Donc, j'arrivais à Bologne le soir à 23h, dans un hôtel qui était 10 fois moins bien que celui que j'avais eu à Roland. Et le lendemain matin, à 9h, j'étais sur le court pour arbitrer un premier tour entre deux joueurs qui étaient 350e au classement mondial, qui m'avaient vu certainement la veille sur la chaise et qui s'étaient dit « Tiens, on a un bon arbitre aujourd'hui, le mec a arbitré la finale de Roland. » Et moi, il fallait que je sois bon pour eux, quoi. C'est ça la grosse difficulté de l'arbitrage. C'est tout le monde peut arbitrer la finale de Roland, mais ce qu'il faut, c'est être bon tout le temps, quoi, ou essayer d'être le meilleur possible. Et le lendemain, tournoi de Bologne sur le cours numéro 3 avec 0 spectateur, 2 joueurs qui sont 350e mondial. Et toi, tu viens de te taper 15 jours de Roland, t'es mort de fatigue, etc. Et c'est là où il faut être bon, quoi. Et c'est là où il faut être bon parce que là, il faut pas les décevoir. Il faut pas que les mecs pensent que tu n'es bon que quand tu arbitres des gros matchs. Et tous les joueurs avaient besoin de très très bons arbitres, donc il fallait pas faire donc une différence. Donc tout ça pour dire qu'il fallait être le mieux préparé possible, physiquement. Alors je faisais pas une préparation physique, mais voilà, donc sérieux, essayer donc de récupérer le plus possible, essayer d'assimiler les décalages horaires comme il faut, essayer de pouvoir partir un jour ou deux avant parce que tu vas avoir du décalage pour récupérer. Pas sortir. Voilà quoi. Même si il y avait beaucoup de facilité. T'es loin de chez toi, t'as des mecs qui sortent, t'as des beaux endroits, etc. Bon, il fallait pas être trop tenté parce que la saison était longue et 10 mois de voyage et 10 mois de pression, et il fallait pas déconner sur les matchs, quoi. Ça a dû te servir de pas boire d'alcool parce que au niveau de la je bois pas, moi. Alors voilà, moi je bois pas, donc voilà, donc forcément ça aide, mais bon. C'est vrai que c'est pas simple, quoi, parce que c'est beaucoup de fatigue, quoi. Tu vois, souvent moi donc j'arrivais dans un endroit, j'avais envie d'aller donc me coucher, et puis là on me disait qu'il y avait une soirée officielle à laquelle il fallait que je vienne ou que j'aille. Donc j'avais plutôt envie d'aller dans ma chambre et de faire un room service plutôt que de me taper 3 heures de dîner assis à côté de Madame le maire qui allait me poser 50 000 questions sur le métier donc d'arbitre auquel j'avais envie de répondre. Mais bon voilà, ça faisait partie du job. Et pour ça, il fallait être le mieux préparé possible pour pouvoir tenir dans le temps, quoi. C'est souvent les gens me disent quel est souvent non, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai souvent posé cette question aux jeunes arbitres qui voulaient devenir arbitre, pro, etc. Je leur posais toujours une seule question et quasiment jamais personne n'a pu me donner la réponse. Sauf qu'à un moment donné, ça s'est su et les jeunes arbitres me donnaient la réponse. Et je leur demandais toujours quelle est pour l'arbitre l'annonce la plus importante. Quelle est pour l'arbitre? Alors certains me disaient c'est la première, c'est la balle de match, ils me disaient un tas de trucs. Et je leur disais non, l'annonce la plus importante pour un arbitre, c'est la prochaine. Ouais. Et en gros, c'est voilà, j'arbitre la finale de Roland, j'ai donc été bon. Quelle est l'annonce la plus importante? C'est la première annonce le lendemain à Bologne. Ou alors, si tu fais donc une overrule sur une balle de 7 au 4e
et que tu changes la décision et que là les mecs ils disent putain ouais bravo et donc que les commentateurs, les journalistes disent ouais super annonce de Bruno Rebeu etc. et que tu dis putain t'as vu comme j'ai réagi, et ben l'annonce la plus importante c'est la prochaine, parce que si tu prends donc la grosse tête, et voilà, ou alors l'inverse, si tu fais donc une connerie, moi j'en ai fait plein des conneries, j'ai eu des matchs difficiles, etc. L'annonce la plus importante, c'est que c'est la prochaine, il faut pas que ça fasse boule de neige. Voilà. Et un bon arbitre, c'est c'est un petit peu comme un compte en banque, c'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te permettre d'en dépenser et tu en auras toujours. Si tu as beaucoup de crédit en tant qu'arbitre, parce que tu fais 9 matchs sur 10 bien, peut-être quand tu vas faire une connerie, parce que tu n'es pas donc une machine, à l'époque il n'y avait pas de l'électronique, etc., les joueurs ils vont un peu plus te pardonner parce qu'ils savent que tu as du crédit et ils savent que l'erreur est humaine. Donc voilà. Donc pour répondre un peu à ta question, il fallait être le mieux préparé possible, et les bons arbitres, c'est ceux qui ont duré. T'étais pote avec Lars Graf ? Oui, Lars Graf, il n'a pas fait partie des premiers arbitres, mais oui, moi j'ai arbitré longtemps donc avec lui, oui. Il avait l'air tellement rigide sur le terrain, on s'imagine mal pouvoir déconner avec Lars en dehors. C'est un ancien militaire, je crois. Oui, il était très rigide. Alors bon, chacun avait sa spécificité. Moi, j'étais plutôt mec français, déconneur, voilà, j'aimais rire, j'aimais faire rire le public, j'aimais être proche des joueurs sans être copain avec eux, mais c'est vrai que moi j'avais une certaine façon donc d'arbitrer qui pouvait être différente de celle d'un anglo-saxon ou d'un suédois ou voilà quoi. Quand tu regardes un match de tennis aujourd'hui, tu as un œil technique sur l'arbitrage ou pas du tout ? Pas du tout, parce que maintenant on n'arbitre plus comme on arbitrait avant, quoi. Aujourd'hui on a donc le Hawkeye, c'est pratiquement plus de l'arbitrage, quoi. Avant t'étais seul, quoi. T'étais seul, il fallait que tu vendes tes annonces, il fallait que tu te démerdes tout seul, quoi. Aujourd'hui les arbitres sur les gros matchs, parce que le Hawkeye n'est pas sur tous les cours, mais aujourd'hui sur les matchs donc importants, ils sont quand même aidés, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. Quel est, à ton sens, le match le plus mythique que tu as arbitré ? Le match le plus mythique que j'ai donc arbitré, c'est mythique dans quel sens ? Bon, parce que c'est vrai que les finales sont beaucoup plus importantes elles sont plus mythiques parce que c'est une finale, ou qu'une finale des Jeux Olympiques, c'est aussi mythique. Mais moi, je crois que le match qui m'a le plus marqué, c'est ce fameux match entre Chang et Connors, donc à Roland-Garros, 96 peut-être, je sais plus, où donc Connors s'est mené tout le match et où finalement il revient à 2-7 partout. Et il gagne le premier point du 5e set. Et c'est la première fois du match où il mène. Donc je dis moi 15-0, et moi j'avais absolument rien vu, même si je connaissais bien ces donc de joueurs, j'avais pas vu de blessure. Alors j'avais vu que Connors il était un peu à la ramasse, il en chiait un peu, etc. Mais j'avais pas vu ni de blessure ni rien d'autre. Et quand il mène 15-0, il vient me voir au pied de la chaise et il me dit Bruno, j'arrête, quoi. Alors je dis mais pourquoi t'arrêtes ? Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, on n'avait pas le droit d'arrêter un match à l'époque quand l'arbitre ne voyait pas de blessure. Et puis jamais un joueur, à moins qu'il soit mort ou qu'il saigne, jamais un joueur vient donc vous voir et te dit j'arrête. Et là je suis carrément surpris et je me penche vers lui. D'ailleurs on voit donc quelques images parce que ce match-là est resté un peu mythique. Et il me dit non mais j'en peux plus, si tu veux continuer à ma place continue, mais moi j'en peux plus, je peux plus, quoi. Et alors je dis mesdames et messieurs, Jimmy Connors s'abandonne, etc. Donc c'était match. Mais je trouvais ça bizarre parce que il est allé donc s'asseoir, etc. Et ils sont venus le chercher, les deux kinés de l'époque sont venus le chercher sur sa chaise. Il est resté après 3 heures sous perfusion dans les vestiaires. On a appelé le SAMU. Il y avait eu un truc incroyable. Il avait été au bout de lui-même, quoi. Mais il ne voulait pas quitter le court sans être devant au score. Et il voulait absolument gagner. Il voulait à ce moment-là, il voulait que ce soit 15-0 au 5e set et qu'il mène et qu'il puisse dire
j'abandonne quand je mène, quoi. Mais ça avait été un match mythique, il était sorti sur Standing Ovation, etc. Et c'est un match qui m'a beaucoup marqué, quoi. Beaucoup marqué. Là, t'avais pas vu qu'il était à bout, mais non, j'avais pas vu. Est-ce que tu penses que les arbitres connaissent tellement bien les joueurs et les joueuses à un moment donné que sur la chaise, ils sentent quand le match tourne en leur faveur, quand ils vont gagner, quand ils vont s'en sortir, ou alors vous êtes trop focus sur le boulot? Non, je pense que tous les arbitres aujourd'hui, tous les arbitres professionnels qui sont des très très bons arbitres aujourd'hui, il y a eu quelques très très bons arbitres français comme Pascal Maria, Cédric Maurier, qui sont devenus les meilleurs arbitres du monde. Et aujourd'hui, je pense que les arbitres qui arbitrent toute l'année, qui arbitrent 300, 400 matchs par an, ils connaissent par cœur les joueurs et ils peuvent dire aujourd'hui, quand le joueur arrive sur le court, s'il a une bonne tête ou une mauvaise tête, quoi. Voilà, quoi. C'est comme un peu ton boss quand il te voit arriver le matin, il se dit, ouh là là, lui, il a eu un contrôle fiscal où il s'engueulait avec sa femme. Donc les joueurs savent. Et c'est vrai que 9 fois sur 10, on connaît tellement bien donc les joueurs qu'on peut se dire à un moment donné, tiens, il est en train de perdre pied, il est en train de lâcher, ou alors il va revenir, quoi. Quelle a été la rencontre de Coupe Davis la plus marquante que tu aies arbitrée? Moi, donc, j'adorais la Coupe Davis encore plus que les tournois du Grand Chelem. Je trouvais, je suis un peu triste d'ailleurs qu'elle ait changé de format, etc. Bon, je trouve triste d'avoir changé ça, mais bon. Mais non, j'ai toujours eu des rencontres de Coupe Davis qui étaient, qui ont été dingues, hein. Il y a eu un match en finale de la Coupe Davis, donc à Moscou. Où comment il s'appelle, Volkov menait 2-7-0 contre Sampras ou je sais pas où Agassi, et quand Boris Yeltsin est arrivé en plein milieu du match et qu'on a mis 10 minutes donc d'arrêt de match parce que il est venu avec tous ses gardes du corps et tout en plein milieu du match et que Volkov n'a plus mis un point jusqu'à la fin du match parce qu'il était perturbé de voir son président arriver non, j'ai eu des grandes Coupes Davis. J'ai revu des images il y a pas longtemps quand Marc Rosset avait battu Jim Courier à Fort Worth en finale de la Coupe Davis en 92. Voilà, devant 15 000 personnes en délire, ou des matchs entre Michael Stich et Muster à Graz aussi, dans une salle de 15 000 places, une bulle qu'ils avaient montée en plein milieu donc de la campagne, donc en Autriche. Mais comment dire, paradoxalement, c'est peut-être pas les plus grands matchs qui m'ont donc marqué. Je me souviens d'une Coupe Davis au Zimbabwe, parce que le Zimbabwe a été dans le groupe mondial de la Coupe Davis avec deux très bons joueurs à l'époque, deux frères, Baron Black et Wayne Black, et ils avaient un peu chahuté donc les Américains, où donc McEnroe était capitaine de l'équipe américaine, où il y avait donc Agassi qui jouait, courir, etc. Et au fin fond du Zimbabwe, dans une salle où il y avait de l'eau qui coulait du plafond, etc., le Zimbabwe avait chahuté les Américains. Bon. C'est ça le charme de la Coupe Davis, quoi. Voilà. Et il m'est arrivé, j'allais une fois ou deux par an, j'allais faire des Coupes Davis de groupe 2 ou de groupe 3, et qui étaient aussi sympas parce que, bon, alors là donc j'y allais pas en tant qu'arbitre, mais j'y allais en tant que juge arbitre. Mais voilà, j'ai fait des matchs entre Turquie et Malte, entre le Togo et le Sénégal. J'ai fait un match une fois entre le Liban et la Nouvelle-Zélande. Enfin, j'allais chaque année faire un peu des Coupes Davis un petit peu atypiques, de groupe 2 ou de groupe 3, où j'avais autant de plaisir que les grandes rencontres avec 15 000 ou 20 000 spectateurs, quoi. La fois où tu as eu le plus de pression sur la chaise, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Ça avait été une catastrophe parce que j'avais été une catastrophe. C'était le dernier tournoi de l'année, c'était le Masters de double qui se jouait où il y avait que du double. Maintenant le double joue avec le simple, hein, ils font ça en même temps la même semaine, mais à l'époque c'était le Masters de double qui avait lieu au Royal Albert Hall à Londres, et où les juges de ligne et les arbitres de chaise, on était habillés en smoking. Le papillon, etc. Et c'était donc, il y avait le Royal Albert Hall, tu vois ce que c'est superbe. Les gens, il y avait des tables, c'était très anglais, ils mangeaient, etc. Et il y avait le Master de double qui avait là. Et moi, je me souviens les 5-6 semaines avant où je devais être donc en Europe, on a eu un de nos arbitres pro, un Américain qui est tombé malade, et on a dû le remplacer pendant les tournois. Et moi, j'ai fait pendant 6 ou 7 semaines d'affilée
J'ai fait un tournoi en Europe, un tournoi aux États-Unis, un tournoi en Europe, un tournoi j'ai fait donc des allers-retours pendant 7 semaines où à chaque fois j'arbitrais la finale et je voyageais le lendemain et j'ai eu des décalages horaires pendant 7 semaines. Et je termine l'année par le Masters de double. Et là, j'arbitre un match entre les 4 joueurs les plus difficiles donc du circuit. C'était Flack et Gouzeau. Je ne sais pas si tu te rappelles de Ken Flack et de Robert Seguso qui ont été numéro 1 mondial en double. Ouais. Joué contre Johan Crick qui a gagné 2 fois l'Open d'Australie, etc. Et il jouait avec un Néo-Zélandais. C'était les 4 joueurs les plus difficiles du circuit. Et ils se jouent, les deux donc se jouent et pour que un se qualifier, il fallait qu'il gagne et l'autre équipe pour se qualifier, il fallait qu'il perde, mais il fallait pas qu'il perde il fallait qu'il perde en 2-7 et pas en 3-7. Donc il y avait un truc comme ça et finalement à la fin aucune des 2 équipes ne s'est qualifiée. Et moi, j'ai perdu pied pendant tout le match. C'est-à-dire j'étais tellement fatigué, j'étais tellement tendu, c'était 4 joueurs hyper difficiles, etc. que j'ai perdu pied, c'est-à-dire des balles qui étaient 10 cm dedans, je les annonçais fautes. J'annonçais donc les joueurs et je mélangeais les équipes au lieu de dire A, B, je joue contre C, D, je mélangeais A avec D, donc je mélangeais les joueurs, mais j'ai complètement perdu pied, je transpirais beaucoup, j'avais ce smoking qui me gênait et j'ai perdu pied parce que j'étais vraiment fatigué, quoi. Et j'ai été une catastrophe tout le match, où même les 4 joueurs qui étaient très très difficiles, ils ont fini par en rire parce qu'ils se disaient mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout, quoi. Généralement, tu terminais les saisons au bout du rouleau à cause de cet enchaînement effréné. Ouais, on finissait les saisons toujours par le Masters à l'époque, hein, mais moi à l'époque où j'ai fini d'arbitrer, le Masters avait lieu aux États-Unis, ils l'ont joué pendant 3 ans donc à Houston et après ça s'est joué à Shanghai, mais oui, on finissait un peu l'année, puis aussi par la finale de la Coupe Davis qui avait lieu aussi début décembre, quoi. Les années olympiques devaient être incroyables aussi. Est-ce que tu peux nous raconter cet événement assez hors norme? Comment tu l'as vécu? Moi, j'ai eu la chance d'aller 3 fois au JO, 92 Barcelone, 96 Atlanta et 2000 à Sydney. J'ai eu la chance de faire 2 fois la finale à Barcelone et à Sydney. Et c'était sympa. Alors moi qui adore le sport, j'en avais donc profité pour aller voir tous les autres sports, du cyclisme à l'haltérophilie, parce que quand on est aux Jeux Olympiques, il y a une espèce de parfum qui est assez donc exceptionnel, et même si j'irai jamais voir de l'haltérophilie à Paris ou ailleurs, mais d'aller voir de l'haltérophilie aux Jeux Olympiques avec tout le cadre, avec ces mecs-là qui soulèvent de la fonte et qui pleurent pour gagner une médaille, je trouve ça fabuleux. Donc oui, je profitais le fait d'y être là-bas en tant qu'arbitre de tennis. En plus de ça, comme c'est un petit peu politique aussi, donc on fait venir beaucoup d'arbitres aux Jeux Olympiques et on n'arbitre pas beaucoup parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. On veut faire plaisir à l'arbitre suédois, à l'arbitre néo-zélandais. Donc il y a une sélection beaucoup plus large qui vient autour des arbitres pros. Et finalement, on essaye de confier des matchs un peu à tout le monde pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et après, en deuxième semaine, ils ne gardent que les meilleurs. Mais même on arbitre très très peu de matchs, donc ça nous laisse beaucoup de temps. Ça nous laissait beaucoup de temps à l'époque, en tout cas pour moi, d'aller voir tous les autres sports à côté, quoi. Tu te souviens de 2-3 anecdotes incroyables, surréalistes que tu as pu vivre au JO? Oui, j'arbitre donc la finale de Sydney entre Kafelnikov et je sais plus qui. Putain, je perds la mémoire, moi. Et alors, comme justement, j'avais très très peu arbitré, donc en deuxième semaine. Donc la finale est le dimanche, mais depuis le lundi, je n'arbitrais plus. Donc je suis allé me balader, je suis allé voir d'autres sports et je ne suis plus retourné au site donc du tennis pendant 6 jours, quoi. Et j'avais laissé donc toutes mes affaires, donc ma tenue donc officielle, etc. dans le vestiaire. Et 3 heures avant la finale le dimanche, j'arrive, j'avais donc que mon badge, mais comme j'avais pas ma tenue et pour des raisons de sécurité, ils ne m'ont pas laissé passer. D'accord. Complètement paniqué parce que je suis resté. Alors en plus ça, j'ai dû un peu donc m'énerver. Ils m'ont emmené à un poste de sécurité, etc. Et je leur disais, mais attendez, je suis l'arbitre de la finale qui va avoir lieu dans 1 heure. Laissez-moi passer, appelez mon patron, coincer quelqu'un, etc. Et j'ai commencé à paniquer parce qu'ils m'ont gardé pendant 2 heures. Ils voulaient pas me laisser partir.
Et finalement, j'ai dû croiser un arbitre à qui j'ai dit mais tu veux pas les dire là, donc au chef, superviseur que je suis là. Bon, voilà, donc ça c'était une petite anecdote. Et j'ai aussi à la finale de Barcelone entre Marc Rosset et Jordi Arezé, un match qui avait duré 5 heures et 5 minutes où il faisait extrêmement chaud et on avait pour boire, on avait des petites bouteilles de 20 centilitres. Ouais. Et je crois que j'ai dû en boire 10 ou 15 en moins donc d'une heure. Et j'ai eu envie d'aller aux toilettes au bout d'une demi-heure et le match a duré 5 heures et 5 minutes, quoi. Et comment tu gères ça? C'est que en fin de set, c'est ça? Non, alors moi à l'époque je pouvais y aller, mais j'ai eu honte d'y aller. Je me suis dit tu peux pas aller aux toilettes alors que les joueurs ils veulent pas y aller en finale des Jeux Olympiques. Et je me suis retenu pendant 4h30, quoi. Oh. Je pense que Marc Rosset, je devrais pas le dire, mais là maintenant il y a prescription. Je pense que Marc Rosset gagne ce match grâce à moi. Parce que Marc Rosset s'énerve. C'était un joueur qui était assez donc nerveux, donc s'énerve. Il jouait contre un joueur espagnol catalan qui jouait chez lui devant son public, qui était un spécialiste de terre battue. Et Marc Rosset a commencé à s'énerver. Il a eu un avertissement, 1 ou 2 avertissements d'abord verbal, puis après je lui ai mis un avertissement donc officiel et je lui ai mis un point de pénalité. Il avait jeté sa raquette ou il crachait ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, à un changement de côté, alors qu'il était mené de 7-1, je lui parle au changement de côté, je lui dis écoute Marc, finale des Jeux Olympiques ou pas, moi j'aurai les couilles d'aller jusqu'au bout, s'il faut te disqualifier ou pas, je le ferai. Donc moi j'en ai rien à foutre, mais je te dis simplement que si tu continues comme ça, on va partir du court toi et moi parce que je vais te disqualifier, quoi. C'est-à-dire que j'irai donc jusqu'au bout, j'aurai le courage de le faire, quoi. Ouais. Et là il s'est dit le mec est encore plus fou que moi, il est capable de le faire. Et de toute façon je l'aurais fait parce que moi quand j'y allais jusqu'au bout, quoi. Et il a dû donc réfléchir. Il s'est acheté donc une conduite, il s'est reconcentré à nouveau et il a gagné en 5-7. Incroyable. Et à Sydney, c'était Kafelnikov, Tomias. J'ai retrouvé Tomias, ouais. Non, JO, c'était donc sympa, mais c'est pas ce que je retiendrai de plus, même si c'est vraiment un honneur d'arbitrer une finale voilà, j'ai toujours trouvé moi le tennis un petit peu donc particulier au JO. Je trouve pas que ce soit un sport Jeux Olympiques, quoi. Je suis plutôt attaché à d'autres choses au niveau des JO. Comment tu as obtenu ton badge or et qu'est-ce que ça t'a procuré? Le badge or c'est pas le truc suprême parce qu'au-dessus du badge or après il y a des arbitres pro, d'accord? Ah ok. Oui. Aujourd'hui, quand tu débutes donc l'arbitrage, tu passes ton premier examen d'arbitre international, c'est le badge blanc, d'accord? Ouais. Et ensuite, grâce à tes performances, aux notes que tu as eues dans l'année, au nombre de matchs que tu as arbitrés, tu vas être badge bronze, badge argent, badge or. Ok. D'accord. Et ensuite, parmi tous ces arbitres internationaux, et bien évidemment les badges or, certains peuvent devenir arbitres professionnels. D'accord. Moi, à l'époque, c'était pas badge blanc, bronze, argent, or, c'était le badge d'arbitre international. Il n'y avait pas de grade. Donc, celui-là, je l'ai eu, moi, en 87, avec la fameuse anecdote où je suis parti en plein milieu des cours parce que j'étais ridicule en anglais. Donc, là, j'étais arbitre, donc, international. Il y avait pas c'est comme si j'avais été badge or. Et ensuite, j'ai été nommé. Ensuite, tu es nommé arbitre pro. Mais le badge, il y a donc aujourd'hui dans le monde, il y a, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'arbitres pro, mais il y a une quinzaine d'arbitres badge or, mais qui ne sont pas professionnels. Est-ce que tu peux nous parler de ce fait assez légendaire avec l'illustre Jeff Tarango? Oui, c'était un joueur extrêmement difficile, compliqué, etc. que très peu d'arbitres pouvaient donc arbitrer. C'était à chaque fois des arbitres professionnels qui devaient donc l'arbitrer. Alors moi j'avais eu avec lui
des matchs compliqués comme il en avait avec d'autres, voilà. Et puis on se retrouve au 4e tour de Wimbledon sur le court 13. Ouais. Il jouait contre Alexander Bronze, un joueur allemand. Et donc moi j'avais arbitré plein de fois Jeff Tarango, donc j'avais pas d'appréhension particulière. Hein. Et donc on rentre sur le court et quand il me voit et il me dit je veux pas que tu m'arbitres. Je dis écoute voilà, bon alors ça a commencé, alors j'ai pas voulu faire la guerre avec lui, j'ai tout de suite appelé le chef des superviseurs qui est venu le voir et il a dit non mais je veux pas que ce soit Bruno qui m'arbitre. Et il lui a dit non écoute ça va être Bruno qui va t'arbitrer, voilà ça a été fait comme ça, ben, c'est le meilleur, voilà il n'y a pas de souci, non je peux pas te changer d'arbitre maintenant. Et le match commence et c'était un match hyper important pour lui parce que c'est un match qu'il pouvait largement gagner. C'était au 4e tour de Roland de Wimbledon où il n'avait jamais été aussi loin et comme il faisait donc à chaque fois, il a commencé à perdre sa concentration en voulant donc contester plein de trucs. Et à un moment donné, sur une balle hyper donc litigieuse, où j'avais dû donner la balle contre lui, il a commencé donc à râler et il en a eu marre. Il a pris ses affaires, il s'est barré du cours. Quoi. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Je me suis dit, le mec qui s'en va du cours, donc forcément, il quitte le cours, il est disqualifié. Et je suis donc reparti du cours 13, à l'époque à Wimbledon, qui est tout à fait au bout, donc le temps de traverser avec tout le monde dans les allées, etc. Et je vais donc au bureau donc des arbitres. Et sa femme, une Française, hein, Bénédicte, que je connaissais bien aussi, une Toulousaine, et arrive donc derrière moi et sans que je la voie et me met 2 claques quoi. Je suis resté sur le cul un peu et puis bon bien évidemment j'ai pas du tout donc réagi et je suis donc rentré donc au bureau du juge arbitre bon, et c'était la grande panique parce que quelqu'un qui part du cours à Wimbledon ça avait jamais dû arriver, c'était un 4e tour, un dimanche certainement, plein de monde, un samedi, plein de monde. Enfin bref, et là je commence à dire ce qui se passe, à raconter mes trucs, et lui rentre en conférence de presse et commence à se lâcher quoi, en disant ben oui Bruno, ses copains, etc. Enfin et les bras m'en tombent quoi. Je suis désespéré quoi. Les bras m'en tombent et bien évidemment, toute la presse anglaise attend dehors à ce que je sorte, etc. Et je suis un peu sorti par une porte dérobée et je suis rentré à mon hôtel, donc en m'enfermant dans ma chambre. Quoi. Et là, c'est le déferlement, quoi. La presse, les trucs, les articles. Moi, c'est comme une chape de plomb qui me tombe sur la tête, quoi. Je me suis battu toute ma vie, pendant 10 ans ou 15 ans pour être un arbitre intègre, pour arbitrer les plus grands matchs. J'avais gagné la confiance de tout le monde. Et là, d'un coup, un mec commence à dire n'importe quoi et se lâche, quoi. Et donc, c'était un samedi, puisque le dimanche, je reste enfermé toute la journée dans ma chambre. Et le lundi, le président de Wimbledon, juste pour montrer un peu sa solidarité, me donne le match le plus important sur le court central le lundi. Ok, ouais, il te soutient. Ouais. Il me soutient, voilà. Donc je fais mon match, j'en fais un ou deux après, et puis là il y a donc les avocats de l'ATP, tout ça qui viennent me voir et qui me disent bon ben voilà, soit tu prends, soit tu portes plainte et tu prends un avocat et tu fais donc valoir donc la justice, soit tu fais pas ça et tu laisses faire la justice du tennis mener donc une enquête quoi. Ouais. Moi, je voulais. D'abord, j'avais absolument rien à me reprocher, et deux, je voulais pas que ça aille plus loin que ça, mais je voulais aussi être donc blanchi. Donc, la Fédération internationale a fait donc une enquête, et voilà, il a eu une suspension, une amende, et il a dû faire ses excuses publiques et privées, quoi. Et ça t'a permis de digérer ou même avec ça, ça a été dur à encaisser? Non, ça a été dur encore quelques mois quoi, parce que on
on en a plus parlé un mois ou deux après, mais même moi j'ai quand même été chahuté, quoi. Ça m'a quand même chahuté cette histoire, quoi. Donc je voulais pas avoir un nuage au-dessus de ma tête ou une zone d'ombre, quoi. Je voulais que tout ça soit blanchi et j'ai donc attendu 2 mois ou 3 mois que la fédération internationale rende son verdict et que je sois complètement blanchi, qu'il soit suspendu, pénalisé, etc., quoi. Mais après, ça m'a pas porté donc préjudice. Voilà, moi ça fait de nombreuses années qu'on n'en a pas parlé, et toi tu m'en reparles aujourd'hui. Bon, moi j'en parle en toute tranquillité. Je m'en sais bien passé, mais bon voilà, quoi. Lui donc à l'époque on l'appelait, il avait son surnom, c'était Psycho, sur le nom donc du circuit, parce que voilà, il avait donc du talent. Mais le gars était brillant. Je crois qu'il a fait Stanford, un truc comme ça. Mais le mec était fou, quoi. Il était fou, quoi. Et Olivier Delettre était réputé pour pas être tout à fait facile à gérer non plus. Ouais. Delettre était donc particulier. Et lui aussi avait du talent, mais un joueur difficile, dur, qui n'aimait pas les arbitres. Il y avait certains joueurs, bon, qui pouvaient péter les plombs, perdre un peu donc leur sang-froid suite à des décisions d'arbitre qui ne leur convenaient pas. Mais c'était pas des gars méchants sur le fond. Après, il y en avait d'autres qui, eux, particulièrement détestaient les arbitres. Détestaient les arbitres, tu sais pas pourquoi, quoi. Moi, un jour, j'ai même mis donc un avertissement et une amende à un joueur avant que le match commence, avant que l'échauffement commence. Parce que le mec, il m'avait manqué de respect au moment où j'ai fait le tirage au sort. Donc, tu vois, le gars, il faut qu'il soit quand même tordu pour manquer de respect donc à un arbitre avant que l'échauffement ne commence, quoi, alors qu'il s'est rien passé, quoi. Ouais. Donc il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns qui n'aimaient pas les arbitres. Est-ce que ça t'a frustré du coup de devoir peut-être prendre un peu de recul alors que tu avais un tempérament, tu dis, du sud, à être proche des gens, tout ça, t'as peut-être dû prendre un peu de recul, non? Ouais, j'ai pris un peu de recul, mais j'ai pas changé ma manière de faire. Bon, j'ai arbitré encore pendant 3-4 ans après. Ouais. Et mais non, mais j'ai pas changé. J'ai fait un petit peu plus attention peut-être en étant un peu moins exubérant, mais bon, ça a toujours été ma marque de fabrique, donc je voulais pas changer ma façon d'arbitrer, ma façon d'être avec les gens, ma façon de communiquer avec la presse, avec les gens. Bon voilà, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Je me suis toujours battu pour donc plein de choses. Je me suis battu pour une cause d'abord très très importante, parce qu'au tout début, quand j'ai été nommé arbitre professionnel, les tout débuts, donc en 88, les arbitres n'avaient pas le droit de rester dans le même hôtel que les joueurs. Ils n'avaient pas le droit de voyager dans les mêmes avions. Ils n'avaient pas le droit de manger au même restaurant. Ouais. Parce qu'on disait, il faut que les mecs ils soient pas proches des joueurs. Et moi, je me suis battu contre ça. Je me suis battu contre ça parce que je dis, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut que les arbitres comprennent les joueurs, mais il faut que les joueurs comprennent les arbitres aussi. Et c'est pas parce que on dort dans le même hôtel qu'un joueur, c'est pas parce que on mange 2 tables côte à côte et qu'on prend les mêmes avions qu'on va devenir copain d'un joueur ou qu'on va les avantager. Non, il faut que les gens ils se comprennent, qu'ils se parlent professionnellement, mais qu'ils puissent avoir un échange. Et ça, on l'a changé au bout de 2-3 ans. Cette règle-là a été donc supprimée. Alors, c'est pas pour ça que les joueurs maintenant ils mangent le soir dans la chambre du joueur ou vice versa, ou ils mangent ensemble au restaurant. Mais ils se voient, ils parlent, quoi. Ils échangent sur des sujets de la vie, sur de la politique, sur du football. Ils doivent pas parler de tennis. Mais c'est vrai que quand un joueur comprend un arbitre et qu'il voit que c'est un être humain et qu'il peut aussi se tromper, bon, les choses peuvent être vécues différemment sur le court, quoi. Je crois qu'il y a une expérience scientifique qui avait été faite sur toi par des médecins. 2 heures avant le début d'un match, il t'avait avant le début, tu étais à 60 à 80 pulsations par minute. À la première balle, tu passais à 95, et pendant des échanges décisifs, tu avais des pointes à 140. Ouais, je crois que tu étais réputé pour. C'était un peu pour voir comment ça c'était le service médical de France 2 avec Michel Simès à l'époque qui voulait faire un truc et qui voulait placer un pacemaker sur donc l'arbitre de Roland Garros, et ils avaient fait ça avant avec Alain Prost, avec Michel Denisot qui
qui était le président du PSG à l'époque, sur 3-4 personnes. Et ils sont venus donc à Roland et ils ont dit on voudrait mettre ça sur l'arbitre de la finale. Et Gilbert Izerne à l'époque avait dit attendez, moi je veux bien le faire avec quelques conditions, mais si vous voulez le faire sur quelqu'un et avoir des résultats avec une courbe qui peut faire ça, il faut pas le faire avec Bruno parce que il a déjà arbitré plusieurs finales de Roland. C'est un mec calme et vous allez avoir zéro résultat. Autant le faire avec un arbitre qui a pas d'expérience sur un premier tour. Voilà. Ils avaient dit non, on veut le faire sur la finale. Ouais. Et donc, il m'avait 2 heures ou 3 heures avant à la finale, il m'avait rasé, il m'avait installé des électrodes. Et je me souviens, il m'avait placé donc un halter, j'étais harnaché là. Et pour pas le montrer aux joueurs, parce qu'on avait décidé de pas le dire aux joueurs. Parce que les joueurs, ils auraient pu penser que j'allais être perturbé, etc. Donc, je l'avais planqué. Il faisait ce jour-là, il faisait 40 degrés à Roland le jour de la finale. Et moi, j'avais ma veste, tout le monde était en t-shirt. Et moi, j'avais ma veste fermée parce que je voulais pas monter le truc. Et effectivement, comme tu disais, même moi qui a un pouls qui bat relativement faible, je n'ai jamais été en dessous 80 et j'ai eu des pointes jusqu'à 130, 135 pour le moment où je suis allé vérifier une trace, etc., etc. Et tu sentais que tu avais des coups de pression parfois sur la chaise, que ton cœur pouvait s'emballer? Oui, alors je le sentais pas, mais on sent les coups de pression. Hein. On sent quand on a une goutte de sueur qui tombe. On sent que quand on va inspecter une trace et que c'est une balle importante, qu'il faut retrouver la trace, qu'il faut bien la lire. On sent qu'il y a le public qui vous regarde, on sent qu'il y a la télé qui vous regarde. Donc oui, on sent. Alors moi, je savais pas que j'allais pouvoir passer de 80 à 135. Mais et en tout cas, j'aurais jamais pu imaginer que je puisse être de 2 heures avant jusqu'à 2 heures après, donc pendant 5-6 heures de temps, que je pouvais passer de 64 à 90 tout le temps, quoi, minimum, quoi. Je pensais pas que je pouvais avoir autant donc de pression, même sur des matchs faciles, quoi. Tu as fait un peu de juge arbitre, du coup. C'est quoi les missions d'un JA et est-ce que ça te plaisait? Oui, ça me plaisait, complètement différent de celle d'un arbitre, parce que l'arbitre, il est au cœur donc de l'action. Le juge arbitre, il est assis dans son bureau, même si c'est l'autorité finale de la partie sportive d'un tournoi, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait le tableau, c'est lui qui fait les convocations, etc. J'ai trouvé cette partie du métier très intéressante, très différente. Je l'ai beaucoup aimé donc à Roland-Garros parce que les problématiques sont très compliquées en tant que juge arbitre parce qu'on gère d'abord beaucoup plus de joueurs, joueuses, des simples, des doubles, des mixtes, des juniors, etc. Donc il y a énormément de matchs à programmer et il y a aussi la programmation parce qu'au tout début à Roland-Garros on fait 64 matchs par jour, hein, parce qu'il y a 4 matchs par jour sur 16 cours. Ouais. Faire une programmation donc à Roland-Garros c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, chacun veut tirer la couverture à soi. Enfin, je m'explique, nous, quand j'étais avec Gilbert Izerne et qu'on faisait la programmation pour le lendemain, donc on prépare la programmation, nous, et chaque jour, on la fait valider à 15 heures par le comité du tournoi, c'est la programmation du lendemain. Donc nous, on préparait notre programmation, on disait, premier match, un joueur allemand contre un joueur français, deuxième match là, central, etc. On allait en comité de tournoi, et là, il y avait tout d'un coup, il y avait le gars donc de la télévision ou des médias de Roland-Garros qui disait attendez, nous hier on a reçu une demande de la télévision japonaise qui voudrait avoir le joueur japonais plutôt en fin de journée plutôt qu'en début de journée. Alors lui donc voyait ça un intérêt parce que bien évidemment Roland-Garros avait touché de l'argent pour pouvoir mettre ce joueur-là en telle et telle position. Alors que nous, sportivement, on avait pensé que ça avait beaucoup moins d'intérêt, d'accord ? Ouais. Et puis après, dans le même temps, le joueur japonais qui jouait contre le joueur allemand, il y avait le syndicat des joueurs qui disait « Attendez, nous on a une demande, il peut pas jouer tôt parce qu'il a eu une gastro dans la nuit et il demande à récupérer plus, est-ce qu'on peut le mettre en dernier match ?» D'accord ? Et puis là, il y avait le syndicat des joueuses qui disait « Attendez, nous on en a marre que ce soit les femmes qui jouent en dernier match, on voudrait avoir un homme en dernier match parce que nous on est toujours les dernières à finir sur le central à 9h30, il y a pratiquement plus personne sur le court. » Et puis après, il y avait les gars de la billetterie qui disaient nous, il vaut mieux, voilà. Il y a 5 ou 6 personnes, chacun avec des raisons valables, qui tirent la couverture à soi.
et qui peuvent contester ou donner donc un avis différent sur la programmation du lendemain. Et ça, c'est toute la difficulté de l'exercice, de pouvoir faire les meilleurs compromis possibles pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Et souvent, ce qui est arrivé, c'est quand finalement, nous, on avait fait le travail en amont, on avait rechangé pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Tout ça a été prêt, et puis là, il pleut, et tout est annulé parce que ça fout le bordel pour le lendemain. Donc là, il faut tout recommencer à zéro. Donc, oui, pour revenir à ta question, juge arbitre de Roland-Garros, parce qu'il y a énormément de paramètres sur lesquels il faut tenir compte. Beaucoup moins intéressant au niveau de la programmation quand tu fais la programmation du tournoi de Lyon, parce qu'il n'y a que 32 joueurs et puis tu n'as que 31 matchs de simple dans la semaine à programmer. C'est beaucoup moins important que 3 ou 4 fois plus à Roland-Garros. Beaucoup moins important. Donc, un petit peu moins d'intérêt. Mais oui aussi parce que de temps en temps il faut prendre des décisions importantes, il faut savoir sévir, etc. quoi. Est-ce que d'avoir arbitré beaucoup de finales, d'être passé à la télé, dans les médias, tout ça, à un moment donné, t'as pris le boulard, tu penses? Un peu, oui. Et comment tu l'as géré? Bon, c'est quand souvent moi je me dis quand je vois j'adore le sport, quand je vois les joueurs de foot et des grands joueurs de foot qui ont pris le boulard, des mecs comme Mbappé par exemple qui ont pris le boulard, et je me dis putain mais les mecs ils ont plus de vie quoi, parce que les mecs c'est normal qu'ils chopent le boulard, et moi en étant mais vraiment un millième de tout ça, comme je passais à la télé, que j'ai été vu etc. J'ai quand même pris un petit peu le boulard. Alors bon, il fallait que je fasse gaffe parce que moi j'ai souvent été sur la ligne jaune et il fallait pas que je la franchisse quoi. Donc souvent j'essayais de me rattraper aux branches en disant là Bruno tu vas trop loin quoi. Voilà. Okay. Mais encore une fois parce que j'aimais bien. Mais bon tu peux toujours avoir le boulard, mais ce qu'il faut, c'est être bon après, quoi. T'étais appelé pour des exhibitions, enfin, t'avais un moyen de arrondir tes fins d'année en faisant des extras. Dans toute la période où j'ai été arbitre pro, où j'étais arbitre international, arbitre pro, j'ai jamais fait d'exhib. Jamais. D'accord. J'en ai fait qu'après, quand j'ai donc arrêté en tant qu'arbitre et que je suis devenu juge arbitre. J'ai fait quelques exhibs à Dubaï, voilà, mais très peu. Très peu. Très peu parce que j'étais pas du tout intéressé. Je voulais que le vrai tennis, quoi. Voilà. Est-ce que c'était bien payé, une exhib à Dubaï? Oui, à l'époque, oui. Et le salaire, tu peux nous donner une fourchette de prix du salaire d'arbitre professionnel? Maintenant? Ouais, l'évolution entre ton époque et maintenant? Je sais pas trop maintenant, pour être honnête. Je trouvais qu'à l'époque on était très très mal payé. Ok. On était très mal payé compte tenu de la. C'était oui, on était bien payé, mais pas suffisamment parce que finalement moi quand j'étais payé, alors bien évidemment j'étais nourri, logé, blanchi, d'accord. Mais quand je rentrais chez moi entre donc 2 tournois, j'allais chez moi, donc j'avais le loyer de ma maison que je payais toute l'année, j'avais l'assurance de ma voiture que je payais toute l'année, donc voilà, donc je trouve en tout cas que quand je pouvais comparer les salaires d'un arbitre professionnel par rapport à des salaires d'arbitre de baseball ou de basket ou quoi, c'était ridicule quoi. Et moi encore j'ai fait partie de ceux qui étaient plutôt pas mal rémunéré, mais bon, c'était loin d'être suffisant, quoi. C'était loin d'être suffisant, quoi. Il y avait une augmentation avec l'ancienneté, j'imagine, quand même. Oui, un petit peu avec l'ancienneté. Alors après, quand on a commencé à utiliser pas mal d'arbitres, non professionnels, mais on a commencé à utiliser pas mal d'arbitres qui venaient des pays de l'Est, tout ça, donc le marché a été modifié parce qu'à l'époque, alors c'est toujours pareil. Aujourd'hui, je sais pas combien sont payés les arbitres. Je sais pas, peut-être entre 1000 et 1500 euros la semaine d'arbitrage, ce qui peut paraître pas mal d'argent, mais aujourd'hui, quand on est travailleur indépendant et quand il faut payer toutes ses charges, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un travailleur indépendant, quand il facture 100,
ben il y en a 50 ou 60 qui partent à l'État, quoi. Donc il lui reste plus que 40, quoi. Donc il faut aussi voir ça, quoi. Et puis on continue toujours à payer son assurance de voiture parce qu'on en a besoin d'une quand on rentre à la maison. On a besoin, c'est bien beau d'être dans un 5 étoiles à Melbourne, mais quand on rentre à la maison, on a son appart, mais bon, on paye toujours son loyer ou son crédit, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les arbitres sont pas trop mal rémunérés, mais pour moi, ça manque encore de reconnaissance au niveau salaire, au niveau des arbitres professionnels. Avec le recul, quel est le plus gros regret de ta carrière? Le plus gros regret de ma carrière? Ouais. Ça c'est une bonne question. Sportif? Ouais, sportif, ouais. Ouais, alors je pense que il y a quand même 2 finales que j'aurais aimé arbitrer, que je n'ai jamais arbitré, c'est la finale de l'US Open et la finale de Wimbledon. Voilà, donc c'est pratiquement tout ce qui me manque, quoi. Voilà, donc j'aurais peut-être aimé faire ça, même si j'étais donc ravi d'être à Roland et d'être en Australie, mais c'est vrai que quand on a tout arbitré et qu'il t'en manque 2, voilà, on peut parler d'un petit regret professionnel. Et ton plus bel accomplissement? Mon plus bel accomplissement sportif d'arbitre? Toujours, ouais. Toutes ces finales de Grand Chelem, toutes ces finales de Coupe Davis. Mon plus bel accomplissement, c'est d'avoir duré. C'est d'avoir duré dans le temps pendant donc 15 ans. Et moi, quand on m'a confié la finale de Roland, je me disais tiens, j'en ai une, je vais être heureux toute ma vie, quoi. Et le fait d'en avoir fait 10 d'affilée, avec tout l'engouement au niveau de l'arbitrage qu'il y avait en France et dans le monde, je ne me voyais pas en faire 10 d'affilée, quoi. Pourquoi moi 10 d'affilée? Et ça, c'est un accomplissement. Pourquoi faire 10 finales de Coupe Davis pratiquement d'affilée? Les 2 où je pouvais pas arbitrer, c'est quand la France était en 91 et 96. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est d'avoir duré dans le temps et d'avoir été là. Et puis surtout, pour pouvoir compléter ça, et ce qui n'est pas facile à faire dans la vie, c'est que je me suis arrêté à cause de certaines choses, mais je me suis donc arrêté quand j'étais au plus haut, quoi. Ok. Donc ça c'est pas simple à faire. Alors moi j'ai été aidé parce que j'ai eu une belle reconversion qui m'a été proposée, où je suis rentré chez Lacoste pour m'occuper du sponsoring. Et donc, je me suis donc arrêté du jour au lendemain. Même moi, je savais pas que j'allais donc m'arrêter. Je pensais encore faire ça pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que j'ai été aidé par cette belle proposition, mais aussi c'est le fait d'avoir duré, mais de m'être arrêté aussi, donc au bon moment, quoi. On n'a pas dit, tiens, le mec, il y voit plus, il est devenu nul et il s'arrête, quoi. Tu as été en finale de Roland 10 années consécutives parce que tu étais tout simplement le meilleur? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, il y avait des, en tout cas, je sais que j'ai pas payé pour y être, mais bon, oui, alors j'ai peut-être été là au bon moment aussi, quoi. J'ai peut-être été là au bon moment aussi, mais bon, voilà, il y avait en tout cas ceux donc qui désignent les arbitres pour les finales de Grand Chelem. Il y a bien évidemment le directeur du tournoi, mais il y a aussi le syndicat des joueurs, il y a la fédération internationale, c'est pas même si j'étais ami avec Patrice Clerc, c'était pas que Patrice Clerc qui décidait, quoi. Il y avait tout le monde voulait et c'est vrai que 10 d'affilée, ça fait donc beaucoup, mais bon, moi je me suis donc aperçu donc en m'occupant de tournois de tennis, parce que je me suis occupé de mon propre tournoi de tennis pendant longtemps. Et ben quand je confiais des missions à certaines personnes, l'objectif était que je puisse moi ne pas m'en occuper, fermer les yeux et savoir que ça allait bien donc se passer. C'est vrai qu'à un moment donné, on se disait pourquoi il y a toujours la même personne qui s'occupe des ramasseurs de balles à Roland-Garros. Parce qu'à l'époque, Patrice Clerc disait, lui, je sais, je veux pas en entendre parler. C'est un souci en moi. J'ai d'autres chats donc à fouetter. Je lui confie ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on aurait pu donner la finale de Roland-Garros à quelqu'un d'autre, comme moi je l'ai eu donc au tout début à la place de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un gage de sécurité pour dire bon ben voilà, c'est pas le match le plus compliqué comme je disais tout à l'heure, mais c'est le match le plus important.
Et c'est vrai que quand on organise Roland-Garros, on a envie que la finale se passe le mieux possible parce que c'est là où tout le monde est là, c'est là où tout le monde regarde, c'est là où il y a tous les VIP, où il y a tous les politiques. Et c'est pas le moment de prendre un risque de donner la finale à quelqu'un. Voilà, donc il y avait certainement des personnes qui le méritaient. Voilà, et tant que cette nouvelle personne n'est pas venue, cette nouvelle personne, elle est venue 10 ans après, quoi. Si Lacoste n'était pas venu te chercher, tu serais resté encore quelques années ou tu commençais à être un peu à bout? Ouais, je commençais à être à bout, mais je pense que je serais resté encore quelques années, oui. Déjà, je t'ai coupé, pardon, si tu voulais compléter. Non, je pense que je serais resté encore quelques temps parce que c'était, j'étais un peu fatigué, un peu las, mais bon, je pense que si, en attendant de trouver quelque chose, et c'est vrai que je me posais beaucoup de questions pour ma reconversion parce que c'était pas simple, j'avais pas trop de bagages et je savais pas trop quoi faire, et c'est vrai que la proposition de Lacoste était hyper intéressante, quoi. Et je me suis d'ailleurs arrêté. J'ai pris donc ma décision donc en 48 heures, quoi. C'était en plein milieu du tournoi de Marseille qui avait lieu donc à l'époque, et Ouais. j'avais fait donc l'aller-retour dans la semaine pour aller avoir rendez-vous avec Bernard Lacoste à l'époque, qui était Monsieur Lacoste, et j'avais pris l'avion entre Marseille et Paris. J'étais redescendu et le vendredi j'avais pris ma décision, quoi. Et alors, il te proposait quoi? Il me proposait d'être directeur du sponsoring, donc de m'occuper du golf et du tennis pour Lacoste. Merveilleux. Oui, c'était merveilleux. Donc j'ai pas donc hésité et je me suis arrêté tout de suite, quoi. Quelles ont été tes missions et est-ce que tu as apprécié faire ce job? Ah oui, beaucoup. Je restais pendant 7 ans, 8 ans, et il fallait donc développer, donc promouvoir la marque à travers les sportifs qui étaient donc sous contrat. Donc bon, le tennis ça allait puisque donc je maîtrisais, mais je me suis surtout rapproché du golf qui était un des sports majeurs pour Lacoste, et d'ailleurs ça m'a servi puisque là aujourd'hui je bosse à 95%, je bosse dans le golf. Tu bosses avec ASO aujourd'hui, non, c'est pas ça? Je bosse avec ASO, mais je bosse pour moi parce que je suis à mon compte. Je m'occupe de 3 tournois de golf pour ASO, Ouais. mais j'ai le mien que j'ai monté aussi à titre perso. Voilà. Ok. Quelques petites missions à Roland-Garros aussi pendant donc le tournoi, voilà. Ok. Pour terminer, j'ai 2-3 questions de fin qui sortent un peu du cadre tennis. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie, Bruno? La plus incroyable de ma vie? Ouais. Au niveau donc tennis? Tout de Tout. ta vie globale. De ma vie globale, je sais pas, là j'ai ma petite femme qui est venue là, qui est en face de moi, qui se marre. C'est d'avoir eu des enfants, quoi. Ah oui. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Non, parce que je lis pas beaucoup, malheureusement. Je me mets à, enfin, je lis vraiment très peu. Je m'y mets là maintenant avec l'âge et je trouve ça sympa. Mais j'ai pas lu beaucoup de livres de ma vie. Mais j'ai lu un livre qui paraît pas si simple à lire et qui m'a donc passionné. J'ai lu les Piliers de la Terre. Ok. De Ken Follett. Et c'était pas du tout donc un sujet qui me passionnait et que finalement j'ai trouvé ce livre donc hyper intéressant. Mais je regrette de ne pas lire assez, quoi. Ça me manque et peut-être que ça va venir maintenant au fur et à mesure. En 2 mots, c'est quoi le message des Piliers de la Terre? Et la Terre, c'est la construction des cathédrales au Moyen Âge. D'accord. Voilà. Et c'est un énorme pavé et pendant des milliers de pages, on est sur les détails de la construction de ces cathédrales avec la vie donc de l'époque, fait par des je sais pas comment on appelle ça, fait donc par des maçons de l'époque, et c'est assez donc passionnant. Moi qui pouvais pas lire un livre de sport de 30 pages, je me suis mis à lire un livre sur la construction des cathédrales de 1000 et quelques pages, quoi. Voilà. Génial, c'est vraiment ça. Si un film référence, un seul, que tu devais regarder ce soir, ce serait lequel? Bon, moi j'ai un film que je ne vais pas regarder ce soir parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais qui m'a marqué, c'est Midnight Express. Très bien. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Les Rolling Stones à Nice en 77. Merveilleux ça. Juste avant, je faisais un épisode avec Christophe Rocus
qui me disaient ouais, le dopage dans le sport, mais en même temps, moi, si je vais voir Mick Jagger et qu'il a 3 grammes de coke dans le nez, bah, je m'en fous du moment qu'il fait le show. J'ai trouvé ça surprenant, mais pourquoi pas. La plus grosse période de doute de ta vie? De ma vie en général ou de ma vie d'arbitre? On va dire ta vie d'arbitre. Oh, c'est juste après l'histoire de Tarango quand même. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, quels seraient tes mots pour conseiller ton toi de cette époque-là? Non, mais je ferai donc exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire donc confiance à ma direction au milieu donc du tennis, dans lequel je croyais beaucoup, et ils se sont donc bien occupés de moi, et je me suis pas laissé tenter de vouloir faire un procès, d'aller donc dans le civil. J'ai préféré laisser faire la justice du tennis, en laquelle je croyais beaucoup, et je me suis donc pas trompé. Et vous êtes réconciliés, en fait? L'histoire dit si ça allait mieux des années après ou pas? Ah non, je ne l'ai plus jamais revu. Ah ouais. Et je ne veux pas le revoir. D'ailleurs, sur ta blacklist, tu mettais qui? De joueur? Ouais. Lui encore, non, j'avais pas de blacklist. J'avais la chance d'avoir j'ai jamais eu de joueurs qui m'ont donc refusé. J'avais des joueurs qui m'aimaient certainement moins que d'autres, mais j'ai jamais eu de blacklist. Et c'est d'ailleurs une très très bonne question, puisqu'à l'époque on devait nous-mêmes révéler notre blacklist, c'est-à-dire on devait nous-mêmes aller voir donc nos patrons qui la veille ou chaque jour nous désignaient pour les matchs du lendemain, et on devait leur dire, parce que c'était pas le même patron qu'on avait chaque semaine, c'est les superviseurs, on devait leur dire: attends, cette semaine ne me donne pas X ou Y parce que je me suis engueulé avec lui la semaine dernière, etc., etc. Ou alors, ne me donne pas tel joueur parce qu'il m'aime pas, je l'aime pas et je me sens pas. Moi, j'ai jamais eu de blacklist. Et c'est certainement l'une de mes plus grandes fiertés, et je pense que si j'avais une blacklist, ou j'avais eu de certains joueurs, je pense que je l'aurais dit. Mais en tout cas, j'en avais pas. Okay. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Oui, j'ai 2 citations tennistiques que j'aime bien. C'est j'ai toujours dit que l'arbitrage, c'était la règle des 3 C. Communication, contrôle et common sense. D'accord. Et il y a une deuxième citation que j'aime bien, qui n'est pas de moi et qui m'a toujours dit: n'essaye pas d'être parfait, mais donne le meilleur de toi-même, parce qu'on ne peut jamais être parfait quand on est arbitre. Moi, j'ai jamais fait un match parfait. J'ai fait des très bons matchs, j'en ai fait des bons moyens, j'en ai fait des pourris. Mais j'ai jamais fait un match parfait. Et quand on veut être parfait, on est automatiquement déçu, parce que tu peux pas être parfait. Tu as toujours un petit doute sur une balle que tu as loupée, ou un truc, ou d'une annonce, ou d'un avertissement que tu as mis trop tôt ou trop tard. Il faut pas essayer d'être parfait, mais par contre, il faut donner le meilleur de soi-même. Et quand tu donnes le meilleur de soi-même, même si tu as fait des conneries, au moins tu as donc essayé, quoi. Tu l'as remercié un jour, Yannick Noah, de t'avoir emmené vers cette première expérience de juge de ligne? Ouais, il le sait. Il le sait, je le croise de temps en temps parce qu'il est golfeur, comme tout le monde sait, et c'est vrai, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était chouette pour moi d'avoir rencontré tous ces mecs-là, quoi, parce qu'on est à peu près de la même époque. Il est né en mai 60, moi je suis né en août 61, quoi, donc à la même époque. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast, que tu juges intéressante, avec qui on devrait parler tennis, et que tu pourrais nous aider à avoir? Je suppose que tous les joueurs français, tu les connais, tu les as déjà eus, quoi. Pas tous. Je sais pas, une personne que toi tu juges, une ou deux, tu te dis tiens, ouais, ça pourrait être intéressant à écouter. La personne qui serait intéressante à écouter aujourd'hui, parce que c'est complètement d'actualité, je pense que c'est Guy Forget. Ouais. Ça, c'est déjà une chose. Je pense qu'une personne qui va devenir intéressante à écouter, que l'on partage son avis ou quoi, c'est Gilles Moreton.
parce qu'il va s'opposer, parce que voilà, donc voilà, ou alors Arnaud Clément parce que il est aussi avec lui, donc c'est pas faux, mais bon, pour l'instant, je dirais que Guy, c'est quand même la personne la plus intéressante. Et sinon, il y a une personne qui est donc hyper intéressante pour faire un petit peu, excuse-moi, je te coupe, mais pour pouvoir parler un peu de toutes ces anecdotes et de ça, c'est quand même Patrice Clerc, quoi, qui a quand même été le patron de Roland-Garros pendant de nombreuses années. Donc, c'est quand même lui qui a été à la base de la modernisation donc de Roland-Garros et quand même du passage à cette nouvelle vague de marketing, de télévision, tout ça. C'est quand même lui qui est à la base de tout ça, quoi. Et lui, il a donc à la direction de Roland-Garros, c'est quand même lui qui a tout fait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Bruno ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue ? De plus dingue, je puisse être heureux pendant les 25 prochaines années avec ma petite femme qui est en train de préparer des fraises et avec mes enfants autour de moi. Génial. Un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps et d'avoir partagé. Pas de souci, bon courage, merci pour cette initiative en tout cas. À bientôt Bruno. Merci, au revoir. Merci aux légendes d'être restés avec Bruno et moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses autour du circuit professionnel. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir montre en main et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre dans le but de vous régaler. Si l'épisode vous a plu, venez nous le dire en commentaire en nous laissant un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement et je vous le dis sincèrement, ça fait chaud au cœur de vous lire chaque semaine. On approche les 400 notes, on se lâche et on explose le compteur cette semaine. Merci à Valentin, Matt, Aurel, Thomas, Jean et Yann pour vos derniers commentaires qui donnent le smile. Les filles, il est temps de vous manifester. Valentin nous a d'ailleurs écrit le podcast parfait pour les amoureux de la balle jaune. Ça fait quelques mois que Tennis Légende m'accompagne durant mes sorties footing. C'est toujours un plaisir et la variété des invités apporte un vrai plus. Continuez comme ça. Un big merci à vous tous de prendre le temps de le faire, comme je vous l'ai dit. Ça nous touche et ça nous va droit au cœur. Vous pouvez aussi envoyer votre épisode préféré à un ou une pote, ça lui fera passer un bon moment et qui sait, peut-être qu'il ou elle se convertira aussi au format podcast. Un énorme merci aux tipeurs aussi qui nous soutiennent via la plateforme Tipeee, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est juste en dessous dans la description de l'épisode. Par avance, un grand merci pour vos coups de pouce sur le sondage et pour vos bonnes ondes de manière générale. À mardi prochain les légendes, prenez soin de vous et soyez comme Bruno Robeux, impartial sur les jugements de balle, interdiction de gruger. Sur ce, à très vite, ciao.